Elle s'appelait Marine. Serge Delmas est un garçon solitaire, passionné de pêche et de promenade à vélo sur les bords de la Garonne. Il s'ennuie à l'école et n'est pas du tout sûr de passer en quatrième. L'arrivée de Marine dans sa classe va changer sa vie et son regard sur le monde. Marine vient de Paris. Elle vit avec son père, un artiste, et sa belle-mère avec laquelle elle ne s'entend pas, dans une grande maison en haut du village. Elle aussi est solitaire car les villageois acceptent mal ces étrangers qui ne vivent pas comme eux. Ils les acceptent d'autant moins que le père de Marine est engagé dans la lutte antinucléaire alors que le village est pour la construction d'une centrale qui doit lui apporter emploi et terrain de foot. Ce n'est pas facile pour Serge qui se lie d'amitié avec Marine et dont le père, conseiller municipal, défend le projet de centrale. Une belle histoire d'amitié malgré leurs opinions différentes. Un roman court et facile à lire, agrémenté des dessins très doux de Martine Delerme. J'avais à peine lancé un on y va décidé pour me donner du cœur au ventre que son poing droit m'atteignit violemment jusqu'au-dessus de l'œil. Sonné, j'ai entendu Céline Desvolès murmurer doucement quand même, Fabrice. Mais cette grande brute se remit en garde avec un haussement d'épaule qui semblait dire c'est lui qui l'a voulu. C'est moi qui le voulais, en effet, et je me ruais sur lui de toutes mes forces, frappant à tour de bras, mais le plus souvent dans le vide, au mieux dans les bras de celle-ci. Il semblait attendre la fin de cet orage inefficace. Je commençais à m'épuiser quand il décida de m'envoyer à nouveau un coup décisif. Cette fois, son poing m'atteignait à la pointe du menton et je tombai carrément à la renverse. Marine, affolée, se précipita vers moi. Celle-ci lui-même, au lieu de fêter son triomphe, s'approcha ennuyée. Flûte, ça va faire des histoires si je l'ai trop amoché. Forêt du paresseux. La forêt du paresseux est un livre de Sophie Strachey. L'histoire parle d'un paresseux suspendu sur un arbre. Peu à peu, la forêt disparut. De nombreuses espèces, parmi eux le paresseux, sont menacées à cause de bûcherons et des engins. Le paresseux, toujours endormi sur sa branche, va disparaître. Après que tout soit disparu, un homme décida de refaire pousser la forêt. Le paresseux revient, tout devient comme avant. Je vais vous lire un petit extrait. Tout est désolation, tout est sans vie. La forêt et le paresseux ont disparu. Un homme vient, comme toi, il se languit. Des oiseaux qui chantaient, des animaux qui s'aimaient, de l'air doux qui frémissait dans le feuillage des arbres. Alors, il décide de planter une nouvelle forêt. Il travaille durement pour réparer le sol blessé. Il apporte des graines, puis il sème. Déjà, de petites pousses percent le sol. Tiens, le vois-tu, le paresseux est revenu. Présentation de la montagne. Isayama était une montagne pareille à mille autres montagnes. Elle jaillissait de la plaine, des fleurs, sans le moindre avertissement. Comme une titanesque tour minérale qu'auraient bâti des géants pour se lancer à la conquête des étoiles. Sur des centaines de mètres, elle n'était qu'une falaise lisse et verticale, presque miroir. Plus haut, elle devenait roc acéré, gouffre surplomb rocheux. Plus haut encore, elle se faisait neige et glace, crevasse sans fond. Son sommet, enfin, si haut que, vu de là, le village était semblable à une miette de pain. Son sommet était une aiguille de diamant que les dieux avaient polie jusqu'à ce que rien, même pas la neige, ne puisse y tenir. Mais cela, seuls les oiseaux le savaient. Isayama, page 10. L'histoire. Kawai vit avec son arrière-grand-mère, Luna, au pied de la montagne Isayama. Cette montagne, tant convoitée, mais encore invaincue. Kawai veut être le premier à atteindre son sommet. Les années passèrent sous le regard attentif de Kawai. Les expéditions succèdent sans atteindre leur but. Il apprend à grandir avec les bons conseils de Luna. Devenu un jeune homme, ayant cultivé toutes ces années son courage, le respect et son grain de folie comme le lui avait enseigné son arrière-grand-mère, il se rendit au pied de la montagne, lui dit bonjour et commença à la gravir. Métaphore entre cette montagne invincible et le passage à l'âge adulte, ce récit peut se lire
à plusieurs niveaux, et donc à différents âges. L'auteur. Cet univers magique a été créé par Pierre Bottero et complété par les illustrations de Jean-Louis Touard. Nous allons vous présenter le livre Itahuapa de l'écrivain Xavier Laurent Petit. Au début du livre, on nous décrit un flashback d'événements qui se sont passés sur l'île d'Itahuapa en avril 1974. Dans ce flashback, on trouve une tribu d'Indiens, dont Ultimo, un guerrier de la tribu, sa femme et sa fille bébé. Durant ce chapitre, les Indiens se font attaquer par de terribles monstres qu'ils nomment les mangeurs d'arbres, qui détruisent tout sur leur passage. Ultimo, curieux, s'aventure sur le territoire des mangeurs d'arbres. Terrifié, il lance une flèche sur les monstres d'acier et attise leur colère. La tribu décimée, seul Ultimo et son bébé furent épargnés, mais ce dernier avait disparu. La suite du livre se passe en 2010, en Amérique du Sud. La mère de Talia est une anthropologue qui dédie sa vie à protéger des forêts vierges et leurs habitants. Cette dernière part souvent dans différents pays plusieurs mois pour son travail. Cette fois, Talia s'inquiète. Cela fait plus d'un mois qu'elle n'a pas revu sa mère avec, pour seule nouvelle, un mail lui disant que tout va bien et qu'elle est à la recherche du dernier Indien de la tribu d'Itahuapa. La jeune fille parvient à convaincre un policier et son grand-père de faire le voyage jusqu'à Itahuapa pour découvrir ce qu'il s'y passe. Tout le livre tourne autour de Talia et de ses acolytes, leurs péripéties sur l'île d'Itahuapa, leur peur, leur déception et le mystère autour de la famille de Talia. C'est un extrait du livre. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce que j'avais sous les yeux. Des engins forestiers abandonnés au milieu de ce qui avait été une clairière. Des machines énormes avec des chenilles, des scies, des bras articulés, des chaînes. Elles étaient là depuis des années, rongées par la rouille, figées en pleine action comme si elles avaient été surprises par un cataclysme. Certaines avaient basculé sous la poussée des racines et d'autres semblaient en apesanteur, en équilibre sur leurs énormes pneus recouverts de mousse. Des arbres jaillissaient des tôles que la végétation recouvrait peu à peu. Un énorme morceau de ferraille était perché sur une fourche à plusieurs mètres du sol. L'arbre l'avait entraîné avec lui, à mesure de sa croissance. 30 à 40 ans, avait dit Taku. C'est le temps qu'avait mis la forêt à se venger. Le temps qu'elle avait mis à démanteler les engins qui l'avaient dévoré. Le vallon des machines, le voilà, nous y étions. Un paysage d'apocalypse. Où le voyage du groupe va-t-il les mener? Talia retrouvera-t-elle sa mère? Sera-t-elle en vie? Ultimo lui aura-t-il fait du mal? Rentreront-ils tous en un seul morceau?